comme est la tradition, première chose importante, désigner notre secrétaire de séance. Est-ce que l'unanimité se fait toujours pour François, qui est volontaire et qui serait triste s'il n'avait point cette mission? Voilà. Donc, qui est pour? Merci de cette délégation. Deuxième point, c'est l'approbation du procès-verbal de notre dernière séance. Y a-t-il des demandes de modification, de correction, d'explication? Non. Donc, je vous propose que l'on approuve donc ce procès-verbal. Donc, qui est pour? Merci de cette unanimité. Et Michel vient d'arriver. Donc, comme c'est le dernier qui arrive en retard, la tournée est pour lui. Et ouais. Alors, premier point, décision modificative, c'est Martine, sur le budget annexe du Centre municipal de santé. Voilà, bonsoir à tous. Et donc, cela concerne la section d'investissement et c'est une petite décision modificative puisqu'il s'agit de rajouter 102 € au solde d'exécution de l'année précédente de manière positive et on les affectera en investissement donc aux autres immobilisations pour l'équilibre. Est-ce que vous avez des questions L'équilibre étant important. Voilà. Sur ce report qui est ajusté. Pour 102 €. Qui est pour? Merci, je pense que tu as l'unanimité. Le trésorier sera bien sûr satisfait. Deuxième, admission à non-valeur, ça c'est moins sympathique. Voilà, c'est bien sûr moins satisfaisant, mais c'est à la demande de notre trésorier qui demande donc d'annuler, d'admettre en non-valeur 713,42 €. Alors il s'agit de plusieurs créances qu'il n'arrive pas à recouvrer malgré toutes les poursuites qu'il a émises. Et il s'agit d'éléments divers, remboursement de frais d'expertise, vous l'avez, impayés divers, dont la cantine. Voilà, c'est à la demande du trésorier qui considère qu'il n'a plus la possibilité de le recouvrer. Oui, sur la partie cantine, bien évidemment, quand les parents sont en difficulté, on ne refuse pas les gamins, même si malheureusement les parents n'ont pas payé la cantine, on n'a jamais refusé l'accès à la cantine à un gamin, et je pense que ça fait partie des risques que l'on prend et qu'il faut assumer dans notre rôle social pour ça. Voilà, ça concernait plusieurs années, bien entendu. Qui est pour cette admission? On a assez peu de choix. Y a-t-il des contre? Non, je ne pense pas. Toujours Martine, là aussi, en non-valeur, sur le centre municipal de santé. Voilà, donc pour la même raison, à la demande du trésorier, mais là, il s'agit d'impayés de consultation pour 23,85 €. Il y en a 3 pour montrer que ce sont des petites sommes à chaque fois, mais impossible de les récupérer via le trésorier. Voilà, donc là, pour 23,85 €, là aussi, en non-valeur, je vous demande de prendre acte, qui est pour... Peu de choix là non plus. Si, mais il y en a parfois qui n'ont pas droit, mais qui ne te payent pas, ou ça revient impayé, et tu ne peux pas poursuivre, et à un moment donné, voilà. Ça concerne une année, donc... C'est l'année, c'est pour toi. L'année de 2024. Ça fait partie, malheureusement, des choses de la vie. Jérôme, sur la création de 2 cours de padel au stade municipal. Bonjour à toutes et à tous. Donc, vous savez que nous sommes sollicités pour, à la fois par de nombreux joueurs de paddle revellois qui vont jouer ailleurs, et aussi par des prestataires extérieurs qui proposent la création de cours de paddle. Et après mûre réflexion, nous avons choisi de proposer le site du stade municipal pour plusieurs raisons, et notamment une des raisons est l'éloignement des maisons et des riverains à plus de 100 mètres, ce qui donne un confort de pratique et moins de nuisances sonores. Donc l'objectif de la commune, c'est de proposer cette offre sportive et de n'avoir pas d'investissement à faire et de n'avoir pas non plus de frais de fonctionnement. Donc de choisir un prestataire extérieur qui non seulement porte le projet et ensuite en assume le fonctionnement, la gestion, avec à notre demande une collaboration particulière avec le club de tennis et des créneaux réservés
pour les scolaires en particulier. Alors, l'emprise que nous avons choisie serait une emprise d'environ 575 mètres carrés qui sont représentés par le tennis actuellement en moquette qui est du côté du skatepark pour ceux qui voient et qui n'est pas utilisé par le club puisqu'il faudrait sinon refaire la surface. Donc afin de retenir un candidat en application des dispositions de l'article L 2122-1 alinéa 4 du Code général de la propriété des personnes publiques, un appel à manifestation d'intérêt a été lancé pour retenir un prestataire. Parmi les candidats, la société Yes Yes Paddle se propose d'étudier la faisabilité technique, administrative et financière de cette opération qui se réaliserait sous le régime du bail amphithéotique administratif. L'étude du projet, la construction, l'exploitation et la maintenance des cours de paddle seraient assurées par cette société. Voilà, avant de vous solliciter votre accord de principe, je vous propose de répondre à vos questions si je peux. Et s'il y en a. Oui, bonjour. Non, j'ai plusieurs questions. D'abord, on parle du paddle. Est-ce que parmi la docte assemblée, il y en a qui savent comment ça fonctionne? Qu'est-ce que tu appelles? C'est comment on joue au paddle? Oui, comment on joue au paddle et quelles sont les installations? Eh bien, le paddle, tu joues sur un court qui est divisé en deux et tu joues 2 contre 2. C'est toujours à 4 personnes que tu joues. C'est toujours à 4 personnes, oui, tu as raison. 2 contre 2, donc ça fait 4, on est d'accord jusque-là, oui, Olivier? Jusque-là, on est d'accord. Avec des murs, oui, mettre à la balle de reballe. Et un filet à 6 mètres de haut. Ah si, le filet est à 6 mètres de haut. Mais non, le filet... Les murs sont à 4 mètres. Ah attendez, j'ai regardé la réglementation sur le paddle. Non, tu confonds 2 choses. Moi, le paddle, j'ai cru qu'il ne fallait pas gayer au départ. Oui, mais tu confonds 2 choses. Le filet qui est sur le court, il doit être à 80 cm. Par contre, il te faut une hauteur pour le court et de plafond de 6 mètres. Ce qui est différent que le filet, parce que pour jouer à 6 mètres de haut, là, il faut être grand. Hein. C'est surtout pour les rebonds, les 6 mètres. C'est pas pour le... Non, c'est pas pour les rebonds, parce que ça ne rebondit pas trop. C'est un peu une partie avec des raquettes et un peu de la pelote basque, ça ressemble un petit peu à ça. C'est un peu le squash. C'est un peu plus près du squash que la pelote basque. Voilà. Je voulais savoir si tout le monde savait ce que ça engageait au point de vue construction. Donc ça fait en gros 120 mètres linéaires de mur à 4 mètres. Mais c'est des parois en verre. C'est des parois en verre, c'est pas des murs. Ma deuxième question, c'est est-ce qu'on connaît bien la société Yes Yes Paddle? C'est une société qui nous donne des garanties, qui démarre, mais comme beaucoup dans ces gens-là. Qui a été créée en 2024 en SAS et qui n'a aucun bilan financier. Voilà, c'est tout. Mais parce qu'il démarre. Voilà, donc ça me pose un petit problème moi, par rapport au bail amphithéotique. Et ma question, c'était, tu as répondu déjà Jérôme en disant que le cours n'était pas utilisé parce qu'il est marqué peu utilisé. Je voulais savoir si ça n'allait pas barrer éventuellement des tournois de tennis en limitant les nombres de surfaces. Et ensuite, j'aimerais savoir s'il y a des licenciés padel sur Revel, que ce ne soit pas un effet de mode. Alors, donc, pour ce qui est de la question, si on sait ce que c'est un terrain de paddle et si on sait comment on joue, je te rassure, ça fait 4 ans qu'on travaille sur le sujet et qu'on est relativement renseigné. Par ailleurs, le terrain n'est pas utilisé et le club de tennis nous sollicite énormément, puisque le paddle est pris par la Fédération française de tennis. Donc nous avons même été sollicités lors des divers événements qu'on a fait au tennis, l'inauguration, la médaille de Pierre Oglaise, etc., par la Ligue Occitanie, qui souhaitait elle-même implanter des cours de paddle à la place des cours de tennis, sachant que sur un cours de tennis, on fait 2 cours de paddle, et qui a un grand intérêt à faire 2 cours de paddle plutôt qu'un, puisque justement, à ce moment-là, on peut organiser des tournois de paddle. Donc ce terrain n'est jamais utilisé pour les tournois, il est utilisé par des gens qui ne sont pas membres du club quelquefois, qui s'amusent, disons, de façon non encadrée, mais ce terrain n'est plus utilisé. Il a une moquette qui servait à une époque pour faire un semblant de terre battue, c'était un équivalent pour remplacer la terre battue, et il n'est plus utilisé. Donc soit le club de tennis, soit on devait refaire ce tennis ou le supprimer, sinon on ne peut plus jouer dessus dans des bonnes conditions. Voilà. Et ensuite, donc, il y a une hauteur de vitre qui est de 4 mètres, effectivement.
Et ça, on en est sûr, puisque on a vu avec Yes Paddle qui créerait un préau au-dessus avec des bâches qui pourraient descendre jusqu'à 2,90 pour couvrir l'espace entre la vitre, enfin pour que le préau la bâche puisse descendre en dessous de la hauteur de la vitre, si je me suis bien fait comprendre. Très bien, merci Jérôme. Alors ensuite, on a des joueurs de paddle qui sont issus non seulement du tennis, mais c'est un sport aussi de sportifs, d'ex-compétiteurs de foot, de rugby, qui se mettent au paddle en vieillissant. Donc on a pas mal de joueurs qui jouent au Lévézou, à Castres, ou qui jouent à Saint-Orens, à Kent. Et on s'est beaucoup renseigné, en particulier Benoît Croux, auprès de la ville de Kent-Foncegrive, qui a déjà installé des terrains de paddle. Et c'est la phase avant le pickleball. Oui, non, mais et puis j'ai une dernière petite remarque, c'est pour faire avancer le débat. La distance par rapport à des vestiaires, c'est pour voir si dans l'émergence d'une structure, on ne va pas se retrouver avec d'ici 2-3 ans avec un besoin de vestiaires pour les gens qui jouent au paddle. Non, alors oui, c'est une remarque que nous avons déjà travaillée avec le club de tennis justement, dont nous avons refait les vestiaires puisqu'ils sont maintenant accessibles PMR et isolés. Donc pour faire un partenariat pour qu'effectivement les joueurs de paddle puissent non seulement utiliser les vestiaires et avec un partenariat à monter, à affiner, profiter aussi du clubhouse. Ce qui est aussi un intérêt pour le club de tennis de pouvoir faire tourner davantage le club et l'environnement du club. Oui, puis il y a une évolution. Le club de tennis aura plus d'attrait, plus de membres s'il a un terrain de paddle. Et sachez que les clubs alentours sont assez intéressés par le fait qu'il y ait un club de paddle qui soit fait à Revel. Et ce qui fait que, si vous voulez, il y a une sorte de partenariat même avec, par exemple, le club de tennis de Sorèze, avec qui j'ai pu échanger, qui serait assez favorable pour ne pas aller construire un paddle à Sorèze, mais venir participer à la vie du paddle d'ici, quoi. Alors, j'ai juste une petite question subsidiaire. On est dans une imbrication tennis-paddle avec une société qui va avoir un bail amphithéotique dessus et qui s'engage à faire les travaux. Est-ce que cela veut dire que pour les gens qui sont au tennis, par rapport aux cotisations paddle ou autres, ça va créer une ponction financière du tennis vers le paddle? Non, le paddle va être une entité privée dans laquelle on ira jouer via une application, un badge, etc., mais qui va faire des tarifs préférentiels pour licencier des clubs de tennis, enfin du club de tennis, et pourquoi pas des clubs de tennis alentour. En clair, quand tu veux jouer au squash à l'époque, il y a très 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 longtemps, tu payes ton heure et demie, puisque le timing pour jouer au padel, c'est 1h30, et chacun paye sa part de terrain pendant cette heure et demie. Ça fonctionne comme les salles de muscu privées. Pareil, oui, pareil. L'ordre d'idée, c'est 12 € l'heure et demie par personne, et là on aurait un tarif à 9 €. L'ordre d'idée, c'est pas encore, ce serait ça pour les adhérents. Il faut préciser, pour te rassurer, que c'est un projet que nous avons largement partagé avec le club de tennis et les différents présidents qui se sont succédés. Et on avait été déjà sollicité dès 2021 par d'autres projets qui étaient à d'autres endroits, etc. On a affiné petit à petit, et cela nous semble correspondre être la meilleure réponse aux besoins qu'il y a actuellement sur le territoire. Et l'implanter au milieu du stade, ça en fait une structure sportive au milieu des structures sportives, et surtout la distance par rapport au riverain est très importante, puisque la première maison se trouve à 100 mètres, et dans les études que je pourrais te montrer après, il est prouvé qu'à partir de 100 mètres, il n'y a plus de nuisance pour les riverains. Alors, je ne veux pas faire durer le conseil municipal trop longtemps, mais j'avais un dernier élément. Le fait que ce soit une société privée qui gère, un peu comme une salle de sport dont on connaît quelques-unes à Revel, je voulais parler aussi de l'ouverture au social pour les enfants. Si tu m'as pas écouté, tu avais prévu ta réponse avant. On a prévu qu'effectivement on puisse avoir des créneaux réservés. Donc on a une grille de simulation qui n'est pas pour l'instant engageante, mais dans le projet, il y aurait des créneaux réservés
Au scolaire, on a dit, mais on peut peut-être l'étendre comme on le fait pour le classe sport, donc aux enfants du social. Et c'est la société qui nous propose d'être partenaire est tout à fait favorable à ça, et on n'a pas eu beaucoup à insister pour avoir oui, parce que l'intérêt pour eux, c'est justement d'alimenter les pratiquants de paddle, qui est un sport qui est très développé. Si tu passes les Pyrénées côté catalan, tu verras qu'ils ne jouent plus au tennis, mais qu'ils jouent tous au paddle. Et c'est de façon très 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 importante. Et voilà, le tout, c'est d'arriver à trouver quelqu'un qui nous porte l'investissement. Et en termes de risque, une fois que l'investissement est réalisé, les risques sont très limités pour nous. Puisqu'il y a des fournisseurs d'applications qui permettent de débadger, ouvrir de façon très automatique. Donc en termes financiers, du moment que le cours est construit, il n'y a plus de sujet. Et les rentabilités sont au début, mais vu le nombre de porteurs de projets qui se démultiplient dans toutes les villes, etc., je pense qu'il y a une certaine rentabilité à monter des cours de paddle. Voilà. Donc si tu peux le faire par d'autres, c'est encore mieux. Il y a 1500 à 2000 nouveaux joueurs en France chaque année. Chaque mois. Ouais, et sachez qu'il y a déjà des cours de paddle sur Revel, mais qui sont privés, mais qui sont chez Nutrition et Santé. Voilà. Donc il y a des pratiquants, déjà. D'autres questions? Ouais. C'est simplement une question pratique là, parce que je vais essayer de parler dans le micro pour essayer. Non, juste parce que je vois le plan de masse là, sur l'implantation du terrain de paddle, à côté d'un autre terrain de tennis. S'il y a des murs à 4 mètres, ça ne va pas gêner l'utilisation du court de tennis qui est juste à côté. C'est une question de naïf, j'en sais rien du tout. Oui. Ben non, ça ne va pas gêner, puisque l'autre cours de tennis joue dans ce sens, et il y a une distance réglementaire. Par rapport au vent, etc. Non, il y a déjà une... Puis 4 mètres de haut, ça va faire une... le vent vient de l'autre côté. De l'autre côté, ouais. Et voilà. Ouais. D'ailleurs, les cours vont être implantés dans le sens du vent, ce qui, avec les murs plus le préau, bon, évidemment, partant de grand vent, sera impossible, mais devrait limiter la nuisance du vent d'automne. Non, il n'y aura pas de gêne pour l'autre terrain. Oui, mais on ne touche pas l'autre terrain à côté, qui est déjà grillagé par rapport au cours qu'on va utiliser. Donc, du coup, on ne touche pas sur l'emprise. Le grillage laisse passer l'air, alors que le verre, non, quoi, c'est ça. Oui, mais ça ne change rien, parce que, voilà. Donc, puis, moyen de vendre sur un cours de tennis, personnellement, mieux je joue. Mais personnellement. D'autres questions ou remarques? Donc, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est favorable à cette implémentation? Qui s'abstient? Une abstention. Qui est contre? Merci. Pas cours suivant, mais point suivant, c'est Marielle. Donc, c'est une autorisation pour le recrutement de vacataires au centre municipal de santé. Les collectivités peuvent procéder au recrutement de vacataires lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies. L'exécution d'un acte déterminé, le recrutement discontinu dans le temps pour répondre à un besoin ponctuel de la collectivité et une rémunération attachée à l'acte. Pour des raisons d'organisation du temps de travail ou d'absence ponctuelle, il arrive que le centre municipal de santé ait besoin de disposer de manière ponctuelle d'un médecin généraliste supplémentaire afin d'assurer la continuité des soins auprès des patients. La rémunération de chaque vacation serait fixée à 50 € brut de l'heure. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les contrats de vacation dans les conditions exposées ci-dessus et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ces vacations. C'est une délibération pour nous permettre de pouvoir procéder au recrutement de vacataires si besoin. Des questions? Oui, c'est pour un aménagement du temps de travail, parce que
Pas du tout, pas du tout. Non, c'est surtout pour les absences. C'est pour les absences, les congés, voilà. Puisqu'on est devenu, le centre municipal étant devenu médecin traitant, ça permet de continuer et d'être sûr qu'on peut être médecin traitant, y compris pendant les périodes d'absence des 2 médecins titulaires. C'est pour ça. Oui. Rien. Non, monsieur, est-ce que ça répond à ta question? Tu me regardes avec des grands yeux, donc je veux être sûr que tu as entendu ma réponse. La formulation fait un petit peu comme dans l'organisation du temps de travail, avec des bis ou des pas bis pour remplacer quelqu'un qui n'est pas là ou autre, avec un suppléant ou pas. Voilà. Le côté vacataire fait apparaître un petit peu ce type de choses, quoi. Oui, mais tu fais quelqu'un qui ne travaille pas 12 mois d'affilée, qu'il soit médecin ou pas, et donc il y a les mois de, par exemple, juillet ou août, s'il faut qu'on puisse continuer la permanence des soins et avoir une solution d'un vacataire éventuel pour prendre des consultations pendant une vacance de médecin qui ne serait ou malade ou en congé, me paraît quelque chose de plutôt anticipé et positif. Oui, non, mais est-ce que quand on a ouvert les postes permanents, médecins permanents à temps complet au centre social de santé, ils ne sont pas à temps complet d'ailleurs. Hein. Non, au centre municipal de santé, on ne pouvait pas justement anticiper ce genre de choses. Tu sais, quand je monte un escalier, moi je monte marche par marche. Donc on a commencé avec un médecin qui n'était pas à temps complet, on a complété avec un second médecin, et là on se donne la possibilité, si besoin, et de façon réactive, de pouvoir là-dessus. Faut-il encore trouver un médecin qui accepte d'être vacataire, etc., etc. Là, c'est la délibération de principe qui nous permet, si un jour on a besoin d'un vacataire, de pouvoir faire appel sans attendre le prochain conseil municipal. Et ça va dans le sens de la continuité de service à la population. C'est exactement ça. Et il y avait aussi, si je me souviens bien, lorsqu'on on l'avait travaillé au niveau des ressources humaines, une question d'âge également. Oui, c'est-à-dire que les collectivités ne peuvent pas salarier des personnes de plus de 67 ans. Or, on a potentiellement un certain nombre de médecins de plus de 67 ans qui peuvent, entre guillemets, dépanner, donc faire quelques jours, quelques semaines. Et on n'est pas... Bon, la situation médicale est plutôt acceptable en ce moment, confortable, mais bon, tout reste fragile. Il suffit d'un arrêt maladie, d'un accident, d'un départ, et on sera peut-être amené à accepter de prendre une personne pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines, ou quelques jours par-ci, par-là. Et c'est un arsenal, enfin un outil qui nous permet de le faire. Voilà. Même si, à ce jour, effectivement, on n'a pas de projet bien précis dans le domaine. Non, simplement, je voudrais intervenir parce que le statut de vacataire, c'est un statut assez particulier. Hein, et il ne peut pas faire trop d'heures par le mois. Donc, vous le savez, donc ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs vacataires qui vont faire une vacation, par exemple, sur un remplacement d'un mois, quoi. Ouais. Parce que je ne sais plus combien c'est, je crois que c'est 120 heures par mois ou un truc comme ça. Ouais, qui est quand même un bon. Ouais, mais ça fait. Ouais, mais enfin, c'est pas un 100%. C'est pas un 100%. Voilà, c'est ça. Non, je voulais attirer l'attention des gens là-dessus parce que on va pas avoir besoin probablement d'un seul vacataire pour remplacer un médecin qui partira en vacances pendant un mois, par exemple, ce qui est logique. Hein, ça me choque pas. Donc, il faudra peut-être en utiliser 2 ou 3, quoi, pour ce temps de travail. Et les statuts, c'est un peu précaire, quoi. Oui, c'est clair. Mais c'est un outil de plus dans notre arsenal, voilà. Il faut le prendre comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Donc on procède au vote. Et vas-y, Marielle. Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Donc une abstention. Et donc tous les autres, vous êtes pour. Je vous remercie. Alors, toujours toi. Maintenant, on va parler de l'adhésion à la convention de participation en prévoyance proposée par le Centre de gestion de la Haute-Garonne. Depuis le 1er janvier 2025, les collectivités ont l'obligation de participer à hauteur de 7 € minimum au contrat de prévoyance de leurs agents. Dans le cadre de l'application de cette réglementation, les collectivités ont le choix entre 2 systèmes. Soit la labellisation, pour percevoir la participation, l'agent choisit librement son contrat à condition que ce dernier soit labellisé par l'État, ou la convention de participation. Elle consiste pour la collectivité à conventionner avec une mutuelle pour définir un contrat auquel devra obligatoirement adhérer l'agent pour percevoir la participation de l'employeur.
Les centres de gestion sont habilités à conclure pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics des conventions de participation avec les organismes mutualistes afin de couvrir les risques dits de santé et de prévoyance. Le CDG 31 a réalisé une procédure de mise en concurrence pour l'obtention d'une convention de participation en prévoyance. Cette convention de participation a été attribuée au groupement Alternative Courtage Territoria pour la période 2024-2029. Pour les agents de la commune, un sondage a été réalisé afin de connaître leur choix, et même 2 fois. Il se porte majoritairement sur la convention de participation proposée par le CDG 31. La rétribution du CDG 31 pour cette mission d'accompagnement se réalisera sur la base de 31 € par agent pour la durée du contrat. Et je précise que c'est 31 € une fois. Après, si d'autres agents adhèrent, ce sera aussi 31 €, mais ce n'est pas chaque année que ces 31 € sont renouvelés. C'est une fois par contrat. Le comité social territorial a été saisi et a rendu un avis favorable en date du 22 mai 2025. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'adhérer à la convention de participation en prévoyance mise en place par le CDG 31 et attribuée au groupement Alternative Courtage Territoria, de fixer la prise d'effet de cette adhésion au 1er janvier 2026 et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention à intervenir. Avez-vous des questions? Oui. Ah, Olivier. Oui. J'ai du mal à tout comprendre, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Je vous rassure. Ce que je vois, c'est que d'abord, c'est une obligation. Ça commence comme ça au départ. Donc, je me pose toujours la question de pourquoi on vote des trucs d'obligation, puisque c'est obligé par la loi. C'est pas ça qu'on vote. Non. Et la deuxième chose, ce que je lis, c'est la rétribution du CDG 31 pour cette mission d'accompagnement. Donc, on rétribue la mission d'accompagnement, se réalisera sur la base de 31 € par agent pour la durée du contrat. On ne parle pas du coût du contrat. Non, mais parce que le coût du contrat, c'est de façon individuelle, en fonction de la situation de l'agent. Donc on nous demande de voter un prix qui est fixé par le CDG 31 sur une mission déjà réalisée. Non, pas du tout. Elle n'est pas réalisée, puisqu'ils ont fait des sondages et en plus, ils ont déjà choisi... alors, on va le refaire. Alors, ou tu n'écoutes pas, ça que je disais ou tu as du mal à enclencher. D'accord. On a je le refais. En termes de santé et de prévoyance, parce qu'on a les deux, donc on va le dire parce que c'est le même principe pour les deux. Voilà. La loi oblige les collectivités territoriales à participer au système de prévoyance pour les agents. D'accord ? Ce système peut être un système contrat global, d'accord, ou un système individuel, mais qui doit être labellisé. On a interrogé à 2 reprises nos agents pour leur demander, et c'est les représentants du personnel qui les ont interrogés, qui se sont d'ailleurs étonnés au passage qu'il y ait assez peu de réponses lors du premier sondage. Ils ont été obligés d'en refaire un second pour dire que préférez-vous dans le système contrat collectif ou contrat individuel labellisé. La majorité des agents consultés 2 fois ont fait le choix de dire on préfère avoir un contrat global. Ce contrat global, il y a 2 façons. Soit on prend nos petits bras musclés, nos petits agents, mais on a une petite 60aine d'agents concernés et on va voir un assureur pour essayer de discuter un contrat de prévoyance et un contrat de santé. Inutile de dire que la force de persuasion et de discussion pour obtenir les prix, elle est somme toute assez limitée. Soit on trouve un organisme, en l'occurrence c'est le centre de gestion 31, qui regroupe X milliers d'agents de X collectivités territoriales de département 31 en l'occurrence, et qui va aller discuter avec les assureurs pour obtenir les meilleurs prix. Donc le 31 € par agent, c'est la rétribution que va prendre le centre de gestion 31 pour faire ces négociations et les suivis après administratifs, etc. Le tout, c'est pas de choisir, mais c'est comment on le traduit, comment on fait là-dessus. C'est ça qu'on va payer 31 € une fois
pour un agent pour X années de gestion du contrat. Est-ce que c'est plus clair? Oui, monsieur le maire. Très bien, très bien. Donc, et ça sera la même chose sur la prévoyance. Donc je te l'ai fait pour les deux parce que c'est exactement. Ce qui va rester et qu'il faudra discuter, c'est la loi oblige un certain montant à charge pour les collectivités territoriales. On est en discussion, et on verra comment on finit cette discussion, avec les partenaires sociaux pour savoir si on se colle au minimum ou si on va autre chose. Sachant que dans nos discussions avec les partenaires sociaux, nous avions ouvert dans le dialogue social, parce qu'il me semblait important d'attirer l'attention de nos agents sur les problématiques santé certes, mais prévoyance, ce qui me semble beaucoup plus important. Et les partenaires sociaux nous ont dit on n'est pas intéressé par ça. D'accord, c'est la représentativité des agents, ils sont libres de cette représentativité. Mais on aura ce point à discuter qui est indépendant de ce qu'on vote aujourd'hui, c'est-à-dire l'adhésion pour permettre aux agents d'avoir une couverture. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, qui est pour cette adhésion? Merci de l'unanimité. Et exactement la même pareil, chose. Mais pour la participation en santé. Et donc, je ne vais pas vous redire ah ben non. Ben, si vous voulez, mais on peut durer pendant longtemps. Donc c'est exactement le même principe, mais pour l'adhésion à la convention de participation en santé. Voilà, après on était sur la prévoyance. Et là, donc, si vous voulez bien, on va passer au vote, puisque c'est la même chose. Qui est contre? Qui s'abstient? Parfait. Et on repaye 31 €. Donc en tout, on va payer 62 €. Parce que ce sont deux choses différentes. Voilà, mais pour aller au bout des questions que tu ne poses pas. Oui, Olivier, non? Non, simplement pour dire, on est adhérent de CDG 31. Oui, on l'a voté, il me semble bien, à un moment donné. Oui. Donc on est adhérent, mais c'est un peu comme pour le paddle, il faut rajouter un petit peu de sous. Le paddle, je ne vois pas où on rajoute dessous au paddle pour le moment, puisque c'est quelqu'un qui le porte pour nous. Donc alors, il faut peut-être réexpliquer le paddle. Je parle des pratiquants. Ah mais non, mais c'est normal. Attends, tu prends un service, tu veux jouer au tennis, tu vas à la piscine, tu payes l'entrée à la piscine, ça me paraît logique. Donc le point, si tu veux, c'est que c'est quand même une prestation qui est lourde. Enfin, la gestion, on l'a connue nous pour la mutuelle municipale, de santé municipale opérée par Aesio. Enfin, certains élus autour de la table que je remercie encore, y ont passé quelques belles nuits, ne serait-ce pour essayer de comparer à l'intérieur d'une seule et même mutuelle les 6 tarifs que j'ai en mémoire et en termes de couverture. Donc t'imagines quand il s'agit de faire un appel d'offres pour des diversités de situations et pour les agents. Donc voilà, 31 € sur la durée d'un contrat, ça ne fait pas non plus très excessif. Donc merci ces éléments-là. Et on va toujours continuer à payer, et c'est Annie, pour les repas de la cantine. C'est exact. Préparation et livraison des repas en liaison froide destinés aux restaurants scolaires, attribution de l'accord cadre. Par délibération en date du 16 juin 2022, la commune avait approuvé la passation d'un marché de fourniture pour la préparation et la livraison de repas en liaison froide avec la société Compass et son établissement Scolares. Ce marché, arrivant à échéance à la fin de l'année scolaire 2024-2025, un avis d'appel public à concurrence a été lancé le 31 mars dernier. La date de remise des offres était fixée au 7 avril 2025. Conformément au code de la commande publique, il s'agit d'un accord cadre mono-attributaire à bon de commande passé selon la procédure adaptée. La date de remise des offres était fixée au 7 avril 2025. 3 offres ont été reçues pour cette consultation. Les critères de sélection des offres étaient la qualité des produits, le prix et les conditions de réalisation de cette prestation. Compte tenu des effectifs présents
pendant la pause méridienne, le marché sera passé sur la base d'une estimation annuelle de 40 000 repas minimum et 85 000 maximum. Il s'agira d'un marché à prix unitaire. À l'issue d'une première analyse des offres, une phase de négociation a été engagée sur le prix et pour préciser certains points. Après examen du rapport d'analyse des offres, la commission d'attribution a choisi de retenir la société Compass Groupe France 33 700 Mérignac. L'établissement qui sera en charge de la préparation et de la livraison des repas est situé à Castres. Le tableau ci-après indique les prix unitaires des repas selon les catégories des personnes. Alors, en maternelle, un prix unitaire 3,11 hors taxe, 3,28 TTC. Les alimentaires 3,32, 3,50 TTC. Quant aux adultes, 3,51, 3,70. Et l'estimation repas annuel pour les maternelles, 20 000 repas, 62 200 hors taxe, 65 600 TTC. Les alimentaires, 34 500 repas, 114 540 € hors taxe, 120 750 € TTC. Et aux adultes, 5 330 repas, 18 708,30 € hors taxe, 19 721 TTC. Le montant estimatif annuel de l'accord cadre s'élèverait à 206 071 € TTC, soit une augmentation de 3,86% au regard des tarifs actuels. Cet accord cadre serait conclu pour une durée d'1 an à compter du 1er septembre 2025, renouvelable 2 fois par période annuelle. Il est donc proposé d'attribuer le marché de restauration scolaire à la société Compass, groupe scolaire Mérignac 33 France, pardon, excusez-moi, groupe France, je suis 33 700 Mérignac, selon les conditions mentionnées ci-dessus. Il suit le maire. D'autoriser Monsieur le maire en son représentant à signer l'accord cadre ainsi que toute pièce relative à ce marché. Des questions? Donc, en clair, augmentation de 3,86. Et pour que vous l'ayez à mémoire, mais ça on l'a déjà dit, le prix de facturer ou qu'on demande aux familles en fonction des quotients familiaux, le prix moyen, c'est-à-dire qu'il y a des prix beaucoup plus bas, ressort à 3,20 €. Vous voyez qu'on est bien en dessous de uniquement prix d'achat, et on n'a pas mis le personnel, on n'a pas mis le matériel, on n'a pas mis tout ce qui va avec. Absolument. Donc c'est un véritable effort social que fait la commune par rapport à ses fournitures de repas. Oui, j'avais juste une question parce que je ne l'ai pas en mémoire. C'est la même société que précédemment? Oui. C'est ça. Voilà. Oui. Donc j'avais juste une question, monsieur le maire. Les raviolis étaient bons? Les raviolis, on n'a pas mangé. C'était des raviolis qu'on avait mangés la dernière fois. Tu m'as même envoyé un texto. C'était des raviolis. Oui, les raviolis étaient très bons. Enfin, meilleur que ce que tu m'as offert. Pour continuer dans le joke. Oui, oui. Non, mais parce que Olivier, un jour, il faut le savoir, m'a offert une boîte de raviolis suite à une discussion que nous avions eue. Donc oui, non, mais c'est toujours pareil, hein, les prestations de ces repas, et c'est pour ça que la commission en charge essaie régulièrement d'aller déjeuner de façon un peu surprise pour voir comment ça va. Il faut très très régulièrement rechallenger sur la qualité parce que voilà, ça se passe bien. C'est ce qui a été fait à un moment donné. Non, c'est ce qu'on a fait et qu'on fait de façon très régulière. Et la qualité peut être amenée à baisser. Donc dans ces cas-là, il faut qu'on vite enregistre. Mais je dois dire qu'on a assez peu de retours négatifs, que ce soit en conseil des parents, sur la qualité, et ce que nous, on a pu constater, c'est que c'était plutôt correct. C'est ça. Non, le point, c'est que les prix sont montés très fort, que le pic des denrées alimentaires est derrière nous en 2023 en termes de courbe de hausse des prix matériaux, mais on n'arrive pas à refaire baisser les prix dans un appel d'offres. On l'a vu aussi au CCS, hein, où c'est compliqué aussi pour le portage des repas, en termes de prix de repas. Et il y a une espèce de palier qui a été pris, et pour revenir en dessous, on n'y arrivera pas. Ouais. Voilà. Mais comme on a toujours en tête de ne pas vouloir augmenter trop fortement les tarifs
du repas. Voilà, c'est l'équilibre qu'il faut trouver. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. François va nous parler de l'église. C'est bon. Oui, la restauration de l'église Notre-Dame des Grâces. Attribution des marchés de travaux. Par délibération en date du 12 décembre 2024, le conseil municipal a approuvé le projet de restauration de l'église Notre-Dame des Grâces. Il s'agit principalement d'intervenir sur les toitures, la charpente, la zinguerie et une partie des vitraux. La maîtrise d'œuvre est assurée par le groupement d'architectes Michel Avellana et Serge Ménard. Pour réaliser ces travaux, qui se décomposeraient en 9 lots, un avis d'appel public à la concurrence a été publié le 31 mars 2025. La date limite de remise des offres était fixée au 28 avril 2025. La procédure retenue a été celle de la procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R.2123-1 premier du Code de la commande publique. Le règlement de la consultation prévoyait que le choix serait effectué en fonction de la valeur technique des offres et du prix. La visite du site a été rendue obligatoire pour remettre une offre. Après négociation et sur la base du rapport d'analyse des offres, il est proposé de retenir les entreprises suivantes. Pour le lot 2, la charpente couverture zinguerie, d'un montant hors taxe de 738 241,04 €, les entreprises SBR et MBR de Revel. Pour le lot 4, le paratonnerre, 7 459,18 €, Baudet Campanaire de Bruguière dans le 31. Pour le lot 5, gros œuvres maçonnerie, 20 523,21 €, Chevrin-Gély, Castelnaudary dans l'Aude. L'électricité, le lot 6, 5 150 €, MEC2F à l'Espinasse dans la Haute-Garonne. Le lot 7, le désaimantage, 2 265 € par AWA Group à Toulouse. Le lot 8, les vitraux, 189 437 €, Le Hagre, Anvers contre tout, Toulouse. La platerie, 7 803 €, Europlâtre de Pulleran. Le lot numéro 1 et 3 n'ont pas été attribués en raison d'offres irrégulières. Tu peux nous dire ce que t'es le lot 1 et 3 ? Alors, le lot 1, voilà, il y en a un, c'est le parasitaire par rapport au xylophage et au traitement des bois. Et le lot 3, c'est un ami. La peinture. La peinture. La peinture. La peinture. La peinture qui n'a pas été retenue non plus. Voilà. Donc, ça fera partie d'une autre offre qui va être faite par la maîtrise d'œuvre. Alors, le montant total des lots attribués s'élève à 970 878,43 € hors taxe, soit 1 165 054,11 € TTC. La commune a déposé des dossiers de demande de subvention auprès de l'État et du conseil départemental de la Haute-Garonne. Ils sont en cours d'instruction. Je vous propose donc d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les marchés de travaux des lots conformément au tableau figurant ci-dessus, de déclarer les lots numéro 1 et 3 sans suite, de charger Monsieur le maire ou son représentant d'exécuter les marchés de travaux à intervenir. Y a-t-il des questions ? Olivier, aurais-tu une question ? C'est d'abord Christelle, avant Olivier. D'abord Christelle. Christelle. Et comme ça, Olivier n'aura plus de micro. Oui, j'ai juste une question. Puisque les lots 1 et 3 ne sont pas attribués, on ne va pas pouvoir peut-être commencer des travaux Si. Si, ce sont des lots qui ne bloquent pas le démarrage du chantier. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est pour ça, c'était la peinture. Donc la peinture, c'est en dernier, c'est à la fin. Et on peut commencer à faire la couverture et la charpente avant de la traiter contre le parasitaire. Voilà. Donc moi j'avais une question qui au départ était 1 et 3. C'est quoi les lots ? Mais Monsieur le maire a posé la question, donc c'est très bien. Et ce qui me pose un peu plus de problème, c'est déclarer les lots 1 et 3 sans suite. C'est pour clore le dossier et relancer. Et rebondir. Et relancer, voilà, c'est tout. Relancer. Oui, relancer. Relancer. Oui. Ouais. D'autres questions ? Oui. Oui. Je te rends le micro après. Avec ces travaux, on a une église totalement refaite ou il reste encore des choses à faire ?
puisque, on l'a dit tout à fait au départ, on traite les toitures, la charpente, la zinguerie et une partie des vitraux. Et un bout de plâtrerie pour refaire le toit de la chapelle qui s'est effondrée. L'ensemble de l'église. Chapelle de la Vierge. Il faut bien commencer par... Là-dessus. Oui. Ah oui, on la met hors d'eau, quoi. Oui, c'est ça le truc. Oui. Et c'est pour ça que sur les vitraux, c'est un gros lot, parce qu'on a décidé de faire la totalité des vitraux et pas qu'une partie, parce qu'il y avait des problématiques de hors d'eau à traiter avec les vitraux et d'étanchéité, etc. Oui, tout à fait. Donc on a pris le parti d'aller au bout des vitraux. Voilà. D'autres questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Robert, c'est normal. Très bien. C'est Marielle? Non, c'est toujours toi, François, pardon. Excusez-moi. Non, Square Gabold. Donc, réaménagement du Square Gabold et de ses abords, avenant numéro 1 au lot numéro 3, espace vert. Dans le cadre du projet de requalification du Square Gabold, la commune a passé des travaux visant à sécuriser et améliorer cet espace public. Un marché public a été signé le 13 juillet 2023 avec l'entreprise Clarac et compagnie concernant le lot numéro 3 espace vert. Les prestations concernant également l'entretien du site pendant 2 années, soit jusqu'au 14 avril 2026, le montant du marché s'élève à 36 487,43 € TTC. Compte tenu des difficultés rencontrées et d'un commun accord, la commune et l'entreprise Clarac ont pris la décision de ne pas poursuivre la prestation d'entretien des espaces verts. Un avenant au marché initial est donc nécessaire pour acter cette réalisation partielle et son incidence financière. Le montant de la moins-value s'élèvera à 2 829,72 € TTC. Je vous propose d'approuver l'avenant numéro 1 au lot numéro 3 passé avec l'entreprise Clarac, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer cet avenant. Des questions? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc maintenant, c'est bien à Marielle pour la médiathèque et la bibliothèque. Oui, c'est pour la convention d'objectifs pour les bibliothèques publiques 2024-2029 à passer avec le département de la Haute-Garonne. La médiathèque départementale a engagé depuis plusieurs années un mécanisme de conventionnement avec les collectivités en vue d'inciter les médiathèques à atteindre un certain niveau de qualité. En contrepartie, les médiathèques qui s'engagent dans cette voie ont la possibilité de bénéficier de services plus ou moins développés de la médiathèque départementale, notamment en matière de prêt de fonds documentaires, de formation ou d'animation. Nous avons déjà un conventionnement avec la médiathèque départementale. En 2024, le Conseil départemental a adopté une refonte de sa stratégie d'intervention dans le domaine de la lecture publique. Le système à 3 niveaux de convention se trouve remplacé par une possibilité de choix entre 2 possibilités, soit une convention de prêt qui permet simplement d'accéder au prêt de documents de la médiathèque départementale, ou alors une convention d'objectifs au terme de laquelle la commune peut bénéficier de l'ensemble des services proposés par la médiathèque départementale en contrepartie de certains engagements et sous réserve de certains critères d'éligibilité. Les critères d'éligibilité permettant de contractualiser au niveau le plus haut sont les suivants. 6 heures d'ouverture hebdomadaire au public hors accueil des groupes, nous les dépassons. Au moins une personne de l'équipe doit participer à la formation de base de la médiathèque départementale et aux formations labellisées. Aucun problème pour nous. Un budget annuel d'acquisition d'au moins 1,50 € par habitant. Il faut savoir que nous sommes à 2,91 € par habitant. Et ensuite, on pourrait même en rajouter au niveau du budget d'animation qui est à 0,50 €. De plus, la commune doit également s'engager à respecter au moins 4 préconisations sur les 6 définies par le département de la Haute-Garonne, et nous les respectons. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'approuver la convention d'objectifs pour les bibliothèques publiques 2024-2029, à passer avec le département de la Haute-Garonne, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer cette convention, ainsi que tous les documents se rapportant à cette contractualisation. Le fait de choisir la deuxième option, l'option la plus large, bon déjà nous répondons à tous les critères, mais cela nous permet également d'avoir accès à beaucoup de documents et notamment
tout ce qui est documents en ligne, formation, animation et surtout pouvoir prétendre à un taux de subvention pour un projet d'investissement plus important. Et ce sera le cas lorsque nous allons travailler, nous avons commencé déjà à travailler sur la rénovation de notre médiathèque qui a besoin d'un petit coup de neuf. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ben, je vous remercie. Toujours toi? Oui. Sur les labels. Voilà. Vous connaissez ma position sur les labels. On va parler de lecture. Voilà. Nous allons poser Je vais vous solliciter pour poser notre candidature de la commune au label Lire et Faire Lire. En partenariat avec l'AMF, l'association Lire et Faire Lire souhaite valoriser davantage l'action locale en faveur de la lecture. L'objectif est d'inciter les communes et les intercommunalités à s'engager dans cette cause pour permettre à tous les enfants de découvrir le plaisir de la lecture. La promotion de la lecture auprès des enfants est déjà une des actions que développe la médiathèque avec l'aide de bénévoles notamment. L'obtention de ce label permettrait de s'inscrire dans une démarche nationale et de donner de la visibilité aux actions présentes et à venir. Il s'agira notamment de proposer des séances de lecture avec le jeune public, de favoriser le lien intergénérationnel et de promouvoir une citoyenneté active. En parlant de citoyenneté, je tiens à dire que notre conseil municipal des jeunes fait un club lecture à la médiathèque déjà depuis l'an dernier. C'est ça. C'est aussi un moyen de renforcer le réseau local autour de la culture et de l'éducation. Avec ce partenariat, les collectivités les plus engagées seront donc mises en avant. Un comité d'experts attribue le label aux communes et intercommunalités sur la base d'au moins 2 actions, dont en particulier communiquer sur les actions menées par les bénévoles pour valoriser et développer la mise en place du programme, favoriser la présence de Lire et Faire Lire dans les nouveaux temps d'activité périscolaire, favoriser la présence de Lire et Faire Lire dans un projet éducatif territorial, inciter au partenariat avec les bibliothèques de lecture publique, associer les bénévoles lecteurs aux manifestations culturelles locales et associer les bénévoles lecteurs aux actions intergénérationnelles locales. Les candidatures sont à déposer avant le 30 juin 2025. Je vous propose donc d'approuver la candidature de la commune au label Lire et Faire Lire. Et je pense que c'est quelque chose d'important, surtout à une époque où la place du livre est beaucoup moins importante chez les jeunes. Et là, c'est vraiment valoriser et essayer de les ramener vers la lecture. Des questions? Est-ce que... Non? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Annie, le PEDT? Projet éducatif territorial PEDT, signature de l'avenant numéro 1 de prolongation. Le 8 décembre 2022, la ville de Revel et la CAF ont signé une convention de partenariat pour le PEDT pour une durée de 3 ans. Par ailleurs, l'intercommunalité et la commune sont également engagées dans une convention territoriale globale pour une durée allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026. Ces dispositifs visent à accompagner les collectivités et les établissements publics afin de rendre plus lisibles les projets de territoire ainsi qu'une simplification et une harmonisation des politiques publiques. À la demande du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport, SDEJ, et de la CAF, et pour permettre à ces 2 dispositifs de s'étendre sur les mêmes durées, il est proposé de prendre un avenant de prolongation de 16 mois du PEDT. Il prendra effet le 1er septembre 2025 pour se terminer le 1er décembre 2026. Comment ? Terminé au 31 décembre 2026, date de renouvellement de la CTG. Je vous propose donc d'approuver l'avenant numéro 1 au PEDT et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer cet avenant. On recale en fait les dates pour tomber à la fin de la CTG. Hein. C'est ça l'objet de cet avenant.
Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Michel? Oui, régularisation de l'emprise foncière de l'impasse de la Rigole. L'emprise de l'impasse de la Rigole, qui appartient au domaine public, communal, ne correspond pas aux limites réelles de propriété qui ont fait l'objet d'un plan parcellaire réalisé par un géomètre expert. Afin de régulariser cette situation, la ville de Revel a pris contact avec les propriétaires riverains qui ont donné leur accord sur cette opération, étant entendu que l'ensemble des parcelles est clôturé le long de cette impasse. Cette impasse, elle est existante. Il y a une partie qui est publique, mais qui était très petite, et en réalité, elle est beaucoup plus large. Voilà ce qu'il en est. Ainsi, afin de régulariser cette situation, le but c'est ça. Ainsi, la ville de Revel doit acquérir à l'euro symbolique auprès de la SCI Anox une emprise de 148 mètres carrés, à elle 646, auprès de monsieur et madame Faure 7 mètres carrés, à détacher sur une parcelle, et auprès de madame Séverine Cross une emprise de 102 mètres carrés, qu'il faut détacher également sur notre parcelle. Par ailleurs, le cadastre fait état d'un espace d'environ 26 mètres carrés appartenant au domaine public communal qui permet le retournement des véhicules au bout de l'impasse. Cette manœuvre s'effectue en réalité sur une emprise privée à détacher de la parcelle cadastrale 386 qui est propriété de madame Coralie Sikovic, dont la superficie est estimée à 24 mètres carrés. Madame Coralie Sikovic a accepté le principe d'un échange avec la ville de Revel afin de régulariser cette situation foncière au droit de sa propriété. Le déclassement de l'emprise communale ne portant pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation, cette procédure est en application de l'article L141.3 du Code de la voirie routière dispensé d'enquête publique, dont l'emprise communale à usage de retournement des véhicules est estimée à 850 € par France Domaine. Bon, considérant l'intérêt public de ces régularisations, je vous propose d'abord d'abroger la délibération qui avait été prise le 23 juin 2023 et d'acquérir à l'euro symbolique toutes les parcelles que je vous ai citées précédemment de façon à régulariser cette situation. Voilà, donc si vous avez des questions particulières. Comment on s'en rend compte? Mais sur la réalité du terrain, sur le cadastre, il y a une parcelle qui a un chemin qui a une largeur de 3 mètres, et sur le terrain, il y a une largeur de... Parce que les notaires n'ont pas fait leur boulot au moment des actes. Donc du coup, on est obligé de le reprendre. Oui, voilà. Et pour le régulariser, il faut un acte notarié. Voilà. Ouais, donc c'est toujours le problème là-dessus. Bon, je n'incriminerai pas les géomètres sur ce coup-là. Parce que alors je dirais presque que grâce aux géomètres, on s'aperçoit que ça existe. Moi, je voulais juste pousser un peu plus loin ce que tu as dit, Michel. Par rapport à ce que nous allons voter, à la fin, il y a un échange de terrain avec une soulte. Tout n'est pas à acquérir. Non, la soulte, elle a été fixée par les domaines, oui. Étant donné qu'il y a une valeur du terrain. Le domaine, c'est un terrain constructible, on est en zone UB, en zone EU du PLUI, donc ils ont considéré que ces terrains ont une valeur. En fait, cette valeur, en fait, on ne va pas payer puisqu'on échange 24 mètres carrés contre 24 mètres carrés, 850 € contre 850 €. Pourquoi il y a une soulte? Parce que ça permet de faire payer des taxes sur cette somme-là. Voilà. Non, c'est simplement pour dire qu'on avait acquisition d'un certain nombre de morceaux de parcelles. Oui. Mais qu'à la fin, il y avait un échange avec juste une soulte. Voilà. Disons, l'acquisition, elle permet de régulariser une certaine situation, sauf que l'échange permet de régulariser une partie qui est dans le domaine public, qui se retrouve aujourd'hui occupée par le privé, et inversement le contraire. Voilà. Donc, ce chiffre est fixé pour ça, voilà, en réalité. Mais là, on n'a pas le choix. Ok, d'autres questions? Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Martine? Oui, il s'agit de l'avenant numéro 2 à la convention d'occupation des bureaux d'information touristique entre la communauté de communes et en fait 3 communes qui sont Revel, les Camas et Saint-Félix, parce que ces 3 communes donc mettent à disposition des bureaux d'information touristique à l'intercommunalité, bien sûr, qui le rétrocède après aux offices de tourisme. Sorèze n'est pas concerné parce que la convention pour Sorèze est traitée avec l'abbaye école de Sorèze. Et Saint-Ferréol est propriété de l'intercommunalité, donc ne rentre pas non plus dans cette convention. Et donc, comme c'est une convention globale avec les 3 communes, Revel, les Camas et Saint-Félix, lorsqu'il y a un changement d'adresse, cela donne lieu à un avenant.
On avait voté un avenant lorsque, ici, l'Office de tourisme a déménagé du Beffroi donc, au Meub. Et là, donc, il s'agit du bureau d'information touristique des Cammazes qui va être à côté de leur salle polyvalente, donc route de Carcassonne, alors qu'il était auparavant dans les locaux de la mairie, dans le centre du village. Donc, à partir du 1er juillet, ce sera un nouveau local près de l'école ou de la salle des fêtes. Mais ça donne lieu à un avenant qui doit être signé par l'intercommunalité et toutes les 3 communes dont j'ai parlé. Voilà, pour la forme, il n'y a qu'un avenant, donc on doit voter sur ce changement d'adresse des Cammazes. Est-ce que c'est clair? Qui est pour? Merci. Merci. Donc, Michel, sur le droit de préemption, qui est la suite de ce qu'on a fait en conseil communautaire lors du dernier conseil communautaire, hein, vous avez en tête. Oui, donc c'est une délégation de l'exercice du droit de préemption urbain à la commune. Bon, je vous rappelle, par délibération du 4 juillet 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes aux sources du canal du Midi avait institué un droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines et à urbaniser du PLUI. Et donc c'était Revel plus la totalité de la communauté de communes. Lors de cette même séance, le conseil communautaire avait également décidé de déléguer l'exercice du droit de préemption urbain aux communes membres sur plusieurs parties des zones concernées par ce dernier, conformément aux dispositions de l'article L213.3 du Code de l'urbanisme. Eu égard à l'apparition de nouveaux besoins en matière de préemption et afin de sécuriser et de repréciser les contours des délégations du droit de préemption urbain, le conseil communautaire a revu le cadre des délégations, et vous vous rappelez ceux qui étaient présents en conseil communautaire, le nombre de délibérations et de détails, ce qu'on a. Mais bon, je vais quand même en parler pour ceux qui n'y étaient pas. Par délibération en date du 22 mai 2025, le conseil communautaire a délégué l'exercice du DPU aux communes membres sur les zones urbaines et à urbaniser du PLUI, mais ne sont pas comprises dans cette délégation les parties de ces zones comprises dans les périmètres des zones d'activité économique, c'est-à-dire la Probe à Revel, la Condamine à Sorèze, la Prade à Saint-Félix et les rues à Blanc. Premièrement. Deuxièmement, des périmètres des secteurs définis par les conventions opérationnelles conclues avec l'établissement public foncier d'Occitanie, le PFO. Il s'agit des conventions Bastide-Bourg sur Revel, Centre-Bourg, Sorèze, et Saint-Félix-de-Lauragais sur une rue Déodat de Séverac et la maison de garde au Cammazes. Et donc ça, c'est sur ces périmètres-là, l'établissement public foncier a la possibilité de préempter là-dessus. Et comme on n'a pas le droit de déléguer de la communauté de communes à la commune qui ne peut pas déléguer à l'EPFO, il faut que ces zones-là restent de la compétence de la communauté de communes pour le droit de préemption urbain, de façon à pouvoir le déléguer si c'est nécessaire. Donc pour notre commune, ça correspond à la zone 1 du site de patrimoine remarquable, d'SPR, et la communauté de communes conserve le droit de préemption urbain à l'intérieur de ces périmètres des zones d'activité économique, comme on avait déjà parlé, et dans les secteurs opérationnels conclus par le PFO. Donc je vous propose d'accepter la délégation d'exercice du DPU dans les conditions fixées par le conseil communautaire de la communauté de communes lors de sa séance du 22 mai et d'acter que les déclarations dites d'intention d'aliéner relevant de la compétence intercommunale seront transmises à la communauté de communes aux sources du canal du Midi des réceptions par la commune, puisque c'est la commune qui reçoit ces demandes-là. Vous voulez des explications complémentaires? J'ai essayé de... Oui, c'est clair pour tout le monde. Bon, mais très bien, ça va. Bon, parfait. C'est clair aussi. Bon, tout le monde est d'accord? Oui, depuis ça va. Oui. Nous progressons. Bon, qui c'est qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Marielle, le rapport de délégation pour l'exploitation du cinéma. Alors avant de vous parler du rapport, j'ai omis tout à l'heure, lorsque j'ai parlé du label Lire et faire lire, de remercier justement l'association bénévole qui œuvre pour la lecture des petits et des tout-petits, qui est Mots et Merveilles. Donc je remercie vraiment ces bénévoles parce qu'ils font un travail formidable et je pense qu'il était bon de les citer. Donc maintenant, je vais vous parler du rapport annuel du délégataire pour l'exploitation du cinéma Cinéjet pour l'année 2024.
Conformément à l'article L 1411-3 du Code général des collectivités territoriales, le délégataire d'un service public doit produire chaque année un rapport sur l'exécution de son activité. Ce rapport doit faire l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal. Un exemplaire de ce rapport a été reçu en mairie le 13 mai 2025 et a été communiqué avec l'ordre du jour. Conformément à l'article 6 du contrat de concession et considérant que le nombre d'entrées est supérieur à 32 000, il ne sera pas versé au titulaire de subvention pour l'année 2024. Avant de vous proposer de prendre acte du rapport, j'aimerais quand même vous donner quelques chiffres qui montrent que l'activité de notre cinéma reprend de plus en plus. Et tout simplement, un premier chiffre, nous sommes pour 2024 à 35 361 entrées payantes, soit plus 16% par rapport à l'année dernière, alors qu'au niveau national, il n'y a une progression que de 0,3. Donc, vraiment, félicitations à toute l'équipe du cinéma pour insuffler ce dynamisme que l'on connaît à notre petite salle. Donc je remercie vraiment Dominique David, Amandine Blanc qui a été en 2024 aussi responsable du cinéma et maintenant celui qui l'a remplacé, Baptiste Martin, pour être à l'écoute des Revellois. D'autres chiffres qui me paraissaient importants parce qu'on ne peut pas passer un rapport aussi rapidement. Le nombre de séances, c'est un peu plus de 1000 séances par an, soit à peu près 20 séances par semaine. Il y a par semaine au cinéma de Revel soit une avant-première, soit une sortie nationale. Ça aussi, c'est important de pouvoir le dire. 25% des entrées, c'est par rapport au classement art et essai. Donc ça aussi, ça permet de diversifier l'offre et de toucher différents publics. 3000 jeunes ont été accueillis dans le cadre scolaire ou par les séances d'écran enchanté qui sont pour les plus petits. Et ensuite, tout simplement, redire que le prix moyen à Revel est bien en deçà du prix national puisque pour 2024, il était à 5,15 €. Et au niveau national, il est à 7,24. Donc nous avons à peu près 2 € de différence, sans compter bien sûr les tarifs différenciés que nous pouvons avoir. Donc notre cinéma est un élément majeur culturel de notre ville. Il faut l'aider à continuer à progresser. Nous avons dépassé les chiffres de 2017. Pour rappel, c'était en 2019 où on avait atteint vraiment un nombre d'entrées record qui était de un peu plus de 41 000 entrées. Pour un cinéma mono-écran, c'était le plus gros chiffre national. Donc on s'était quand même fait remarquer. Voilà. Et puis cela veut dire que ça va nous permettre peut-être de pouvoir envisager un futur pour le cinéma. Il faut toujours envisager le futur. Voilà. Donc je vous propose de prendre acte du rapport d'activité de l'exploitation du cinéma municipal Cinéjet. Et si vous avez d'autres questions au complément d'informations que j'ai pu vous donner, j'y répondrai volontiers. Donc, qui est pour prendre acte? On prend acte. On prend acte et on remercie. Je me joins à Marielle pour louer le dynamisme et qui vient par le nombre de séances parce que 20 par semaine, ça veut dire pratiquement 3,5 par jour. Donc 3,5 séances par jour, ça fait beaucoup d'implications. Avant-dernier point, avant les points d'information, c'est les informations justement que je vous dois en conformément aux articles 2122-22 et 2122-23 du Code général des collectivités à la suite des délégations que j'ai pu recevoir de votre part. À ce titre, je vous informe d'une procédure de dépôt de plainte pour l'agression d'un agent de la police municipale. Et on reparlera de police municipale juste après. De la modification des tarifs d'occupation temporaire du domaine public applicable aux travaux. De 1 à 7 jours gratuits, à partir du 8e jour, 0,70 € par mètre carré et par jour, avec un minimum applicable de 40 €. Et en cas de prolongation injustifiée, 6 € par mètre carré par jour.
L'objet n'est pas de faire fortune avec ça, mais de rappeler les différents entrepreneurs qu'ils ne peuvent pas occuper le domaine public pendant de longs jours, de longues semaines, sans qu'aucun travaux ne se fasse par rapport à ça. Et deuxième aspect pour ce tarif, c'est de dire, et si tu dépasses, tu payes de façon très chère pour t'inciter justement à tenir les délais sur lesquels tu t'étais engagé. Ces tarifs-là nous mettent à peu près au niveau des villes voisines que sont en particulier Castelnaudary ou Lavore en termes de tarification. Une fois de plus, c'est pour inciter à ne pas occuper le domaine public pendant de trop longues périodes sans activité. On a fixé les tarifs d'entrée à la piscine municipale pour les résidents, c'est-à-dire les habitants d'Orrevel, à 2,60 €. C'était 2,50 € l'année précédente et 4,50 € hors Revel, avec des réductions pour un carnet de 10 entrées à 22 € et de 40 € pour hors Revel. Gratuit, bien évidemment, pour les scolaires des villes de l'intercommunalité et les enfants de moins de 6 ans ainsi que les accompagnants sont gratuits. On a fixé des tarifs pour la fête foraine et vous me ferez grâce de ne pas vous lister l'ensemble des tarifs qui vont de la pêche au canard au montant par caravane pour industriels forains en dehors des fêtes, sur lequel on a calé les prix, et idem pour les cirques et les grands chapiteaux en fonction de la taille des chapiteaux. On a, ça c'est pour des raisons pratiques, modifié pour la régie du centre municipal de santé le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 16 000 €. L'activité se développe, donc il faut qu'on puisse développer ces montants-là pour ne pas être gêné. De la modification d'un bail de sous-location entre la commune et le docteur Mariana Gonçalves pour la location d'un bureau dans le centre municipal de santé. À compter du 1er mai, le docteur Mariana Gonçalves n'est plus redevable du loyer relatif à la sous-location d'un bureau pendant une durée indéterminée. Elle est enceinte, elle va accoucher, tu me corriges si j'ai des bêtises, donc elle n'occupe plus le bureau, donc on ne va pas lui faire un bureau non occupé, mais qui... On a un bon taux d'occupation des bureaux dans notre centre municipal de santé. Et elle revient en septembre. Merci Jérôme. De la sélection de 3 candidats admis à concourir au concours restreint de maîtrise d'œuvre pour le projet de réaménagement du Tour de Ville et des Allées. Vous savez qu'on avait une procédure concours, qu'on avait voté, qu'on a sélectionné, et c'était pas chose facile pour les membres qui étaient de la commission qui ont eu à Satelet, où il y avait beaucoup de candidats autour de la table, et sélectionner 3 candidats sur des perspectives et sur des documents, c'est pas quelque chose de facile, mais je pense qu'on a eu une belle unanimité et de belles discussions, et on a désigné Atelier Site, premier candidat, Atelier Gamma SARL Aurélien Albert pour le deuxième candidat, Toponymie pour le troisième candidat. Il n'y a pas d'ordre, c'est juste le nom des candidats. Et en cas d'un désistement de ces 3 premiers cabinets, on a pris un remplaçant qui s'appelle la société Base. Enfin, et là vous m'en ferez aussi possibilité de ne pas vous citer, on a attribué 3 concessions funéraires. Vous me permettrez de ne pas citer les noms des concessions funéraires. Voilà pour l'ordre du jour. Et moi je voulais profiter de la séance de ce soir pour introduire un sujet qui n'est pas un sujet de conseil municipal, c'est pas une délibération, mais qui, je pense, est très important et que je ne me vois pas prendre en tant que maire de façon isolée dans mon bureau. C'est la problématique de l'armement de la police municipale. La police municipale a pour le moment des tasers, des bombes lacrymo, des éléments, mais on se retrouve dans une situation, et quand je dis on, c'est les premiers intervenants que sont nos policiers municipaux, à devoir affronter des situations de plus en plus périlleuses. Et je me retrouve à me poser la question en tant que maire, puisque c'est la compétence du maire, mais que je pense que le sujet est tellement large et lourd que je voudrais vraiment le partager et recueillir vos avis pour doit-on armer ou pas notre police municipale, pardon. J'y vois des avantages, j'y vois des inconvénients. Pour moi, si la situation était très claire, ça serait assez facile à prendre comme décision, mais je pense qu'elle est beaucoup plus complexe et lourde que celle-là.
envoyer ou mettre en avant nos policiers municipaux qui sont les premiers intervenants, parce que c'est une police de proximité et c'est les premiers arrivés très souvent là-dessus. Et devant la démultiplication des violences intrafamiliales de plus en plus violentes, d'une certaine catégorie de la population sur laquelle il y a de plus en plus de personnes armées qui font l'objet de contrôles, je me sens très mal à l'aise si un jour il y avait un problème. On a eu un policier, c'était le premier élément qui a été agressé et qui a fini à l'hôpital il y a un petit mois. Donc, comment peut-on mieux protéger nos policiers municipaux ? À ce niveau-là, sur les 9 policiers municipaux, 6 ont déjà porté une arme de service. Donc, ce ne sont pas des cow-boys. Et les critères d'attribution sont bien évidemment, c'est des décisions qui sont des décisions préfectorales. Et on ne donne pas une arme comme ça, sans des formations qui prennent de 6 mois à 1 an et qui sont vraiment lourdes avec un renouvellement. Ça, c'est pour le côté qui pousserait, à mon sens, pour armer une police municipale, notre police municipale. Sachant que maintenant, la grande majorité des polices municipales, y compris des villes de notre taille, Lavore, Castelnaudary, Mazamet, sont équipées et sont armées là-dessus. En point contrebalançant, et qui fait que la décision et le fléau de la balance n'est pas facile à trouver, c'est est-ce qu'on n'a pas un risque, on a toujours un risque avec une arme létale. Donc, que se passerait-il si jamais un de nos policiers se retrouvait dans cette situation, inversement par rapport à mon premier point. Deuxième point, est-ce qu'on n'a pas un risque de désengagement de la gendarmerie nationale, puisque eux-mêmes sont armés? Enfin, j'essaye de lister les négatifs, qui feraient que allez-y d'abord, on viendra après. Hein, je caricature un petit peu les éléments. Donc voilà, j'avoue qu'en début de mon mandat, j'étais totalement hostile et que 5 ans après, parce que encore des événements récents là-dessus. Alors je ne dis pas que l'armement est la solution miracle, unique et qui résout tous les problèmes, mais là-dessus. Donc, je pense que si nous devons y aller, il faudra y aller, mais moi je voulais vraiment ouvrir le débat entre nous, tranquillement, sans parti pris, avant de que je prenne une telle décision. Donc j'aimerais recueillir votre sentiment, votre avis, et qu'on ait cette discussion de façon sereine sur un sujet qui est pour moi très important et qui est un sujet de conseil municipal et pas uniquement de compétences de maire. Le bal est ouvert. Si tu permets, Laurent. Bien sûr. Excuse-moi, Pascal, j'ai le micro déjà, donc je ne l'ai pas lâché. Moi, je suis issu d'un métier d'armes. Donc, la question, ce n'est pas de savoir si on peut armer la police municipale. Il y a 2 constats. C'est l'armer face à quoi, pourquoi, quelle utilisation, et le constat actuel de la législation sur la légitime défense des hommes qui portent des armes de service face à une population dont l'agressivité ne peut pas être mesurée. On le voit dans les différents procès qui ont lieu. Moi, j'ai un fils qui a été traîné pendant plusieurs mètres, dizaines de mètres par une voiture. Ça a été classé sans suite. Il aurait eu un pistolet au bout du bras, il aurait peut-être tiré. J'en sais rien. Donc, on peut se poser la question, mais je crois que la question, ce n'est pas de savoir s'il faut armer la police municipale ou pas, c'est d'éviter éventuellement un engrenage qui va nous monter, qui va faire monter le risque à notre police municipale, vis-à-vis des risques physiques liés à ce qu'ils ont en face, il faut être à mesure de prouver que l'autre a commencé aujourd'hui, malheureusement c'est ça. Et la deuxième chose, c'est le législateur aujourd'hui, et j'en profite, on a un sénateur dans la salle, qui ne suit pas. Aujourd'hui, le fautif, c'est la loi. C'est celui qui porte la loi. L'autre est une victime de notre société. Voilà, la question, elle est là où il faut se la poser.
Voilà. Je n'irai pas plus loin dans le débat. J'ai mon avis sur l'armement ou pas d'une police municipale. Mais j'ai des craintes pour les... Comme tu disais, ce ne sont pas des cow-boys, ce sont des hommes. Et malheureusement, la gâchette, elle est entre leurs doigts. Mais enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est votre avis. Ce que tu dis là, bien évidemment qu'on l'a. Mais donc, tu serais plutôt favorable ou pas favorable? Je n'ai pas compris dans ta réponse. Ben, moi, dans ma réponse, dans l'action elle-même, est-ce qu'on a eu affaire à des gens face à eux qui étaient armés? Oui. Voilà. Donc, à partir du moment où on a des gens en face qui sont armés, je suis favorable à une police municipale armée. Okay. Mais quel usage? C'est évident. Enfin, que non, on est dans non, le non, c'est cadre pas évident. C'est pas évident. Mais on si est c'était évident, on n'aurait pas tous les problèmes qu'on a actuellement en France. Donc, mais c'est dans le cadre de la loi et de la légitime défense, point. Et d'une réponse, parce que je pense que c'est un des critères de la légitime défense, proportionné par rapport à l'attaque. Pascal avait demandé la parole au préalable. Pour ma part, je pense que armer la police municipale, c'est rassurer les policiers et peut-être la population. Et je l'entends, parce que je sais que c'est un métier difficile et qu'il y a de plus en plus de violence. Mais est-ce qu'on a pensé à la prévention? Avec peut-être un éducateur de rue, c'est aussi une solution. Et je pense que même si on doit prendre la décision d'armer, il faut aussi prendre... C'est pas une réponse entière, elle est simplement partielle. Enfin, il faut l'accompagner de prévention. La prévention, je pense que notre police municipale est tous les jours dans la prévention et est bien reconnue par la population anglaise par la prévention. Donc je pense que la prévention, elle est faite au quotidien, avec plein d'actions. Sur la problématique des éducateurs de rue, moi je suis un peu plus partagé, parce que pour faire quoi de façon très concrète? On connaît bien la petite minorité liée au trafic, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom aussi, qui peut poser problème et qui sont vraiment dangereux. Et qu'on n'avait pas forcément il y a 5-10 ans ou pas à ce niveau-là dans notre commune. Oui. Maintenant, ils sont là. Est-ce qu'on peut continuer de mettre en face ces gens-là une police qui n'aurait pas les moyens de pouvoir réagir s'il y a besoin de réagir dans le cadre législatif? Mais je ne dis pas non à donner de l'armement, mais à côté, il faut faire autre chose aussi. On ne peut pas... Nico, qu'on fait? Monsieur le sénateur. Oui, c'est un problème que pendant 29 ans de maire, nous avons évoqué à maintes reprises. Au-delà des problèmes qui, bien sûr, n'existaient pas il y a quelques années, la vraie question que l'on se posait pour les anciens qui sont encore présents ici au conseil municipal, c'était la capacité des responsables de la police, la capacité de bien tirer. Car tirer avec un revolver, c'est pas tirer avec un fusil. Je veux dire par là que tirer au revolver, ça bouge beaucoup, hein, et les balles partent on ne sait où. Donc je crois qu'il faut faire très attention. Et deuxième point, je pense que ceux qui sont armés, c'est la gendarmerie. Et vous savez combien on s'en est occupé encore récemment. On a obtenu 2 places de plus. Faudrait-il que nous sachions exactement combien de fois ils passent à l'extérieur la nuit, en fin de soirée ou en début de matinée. Je pense qu'il y a là aussi un équilibre à trouver entre la gendarmerie et la police municipale. Mais en ce qui me concerne, je ne suis pas très emballé par la mise en place d'armes à la police. Autre réaction? Oui, non, mais c'est bien pour ça que... Oui, je pense que c'est une réaction. C'est pas une décision à prendre aujourd'hui, mais je souhaitais qu'on entame ce débat-là, parce qu'une fois de plus, je pense que c'est un débat qu'on doit avoir collectivement, et que on puisse faire mûrir notre réflexion pour savoir s'il faut y aller ou s'il ne faut pas y aller, et que ce ne soit pas juste une décision qu'on prenne en 30 secondes à la fin d'un conseil municipal. Ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est d'initier le débat, qu'on en reparle, que chacun puisse se positionner, réfléchisse sur un sujet
pas facile, complexe. Et je pense qu'il serait bon qu'on puisse avoir tous les chiffres que certains d'entre nous avons pu déjà connaître, donnés par notre chef de la police, parce que ça nous permettra peut-être d'avoir une réflexion un peu plus poussée. Ouais. Ok, on vous les fera passer. Ouais, Thierry. Oui, juste une petite question. Tu as dit tout à l'heure qu'il y a eu des altercations avec des armes, avec des personnels. C'est quel type d'armes? C'est des armes blanches et des armes pistolets? Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a aussi des pistolets, ouais. des pistolets. Il y a eu des clubs de golf transformés en armes, des machettes. Il y a un peu de tout. Un peu de tout. Non, ça commence vraiment à être impressionnant. Ouais, mais après, c'est le débat national, c'est sur les couteaux. Le dernier drame qui est apparu, le mec, il a pris un couteau, le gamin, dans le tiroir de sa cuisine, quoi. Donc, après, le Premier ministre peut dire on va interdire les couteaux aux mineurs. Je ne suis pas sûr que ce soit la réponse. Hein. Donc, non, mais la question, c'est est-ce que face à des armes comme ça, j'allais dire légères, hein, c'est pas péjoratif quand je dis ça, il faut armer avec un fusil, je ne sais pas, ou un pistolet? C'est un pistolet. Ouais, un pistolet, est-ce que le taser, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Hein. Ouais, mais moi, sachez que j'ai aussi en tête les Bobby en Angleterre, ils ne sont pas armés et ça ne se passe pas trop mal, mais c'est l'Angleterre et il y a du respect. C'est un autre respect, c'est un autre respect, ils respectent les policiers municipaux, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je le redis, sont très demandeurs. Et me poussent depuis longtemps par rapport à ça. Sachant que, voilà, quand on recrute des policiers municipaux, la question qui vient, pas en numéro 1, mais très vite en numéro 2, est-ce qu'on est armé, indépendamment des tasers, des choses comme ça, ou pas? Donc, et parfois, des candidats qui nous paraissaient très bien ne sont pas venus parce que, ayant le sentiment que très souvent, ce sont des anciens gendarmes, hein, dans les profils qu'on recrute, donc qui ont passé toute leur carrière armée. Et d'ailleurs, dans notre police municipale, il y en a un certain nombre. Je ne crois pas qu'il y en ait un seul qui ait sorti son arme dans les carrières précédentes. Peut-être qu'ils l'ont sorti, mais ils n'ont jamais tiré. Non, ils les ont même jamais sortis pour avoir discuté longuement avec chacun d'eux. C'est une force de persuasion. Mais le point, de dissuasion, pas de dissuasion. C'est de dire, peut-être que là, je ne vais pas me comporter tout à fait de la même façon avec quelqu'un qui a une arme. Enfin, quand on les voit se faire traiter, et c'était le cas lors de l'agression de notre policier municipal, mais toi, tu es un policier saltimbanque, tu n'as même pas une arme à la ceinture, je crois que la réaction ne serait pas tout à fait la même. Voilà. Donc, il a quand même fini à l'hôpital en se faisant agresser, quoi. Donc, voilà. Moi, pour ma part, j'espère que la réaction serait la même s'il avait une arme. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, face à un couteau, il peut répondre au couteau. Face à un club de golf, il doit répondre au club de golf. La réponse doit être toujours à hauteur. D'où le fait qu'ils n'aient jamais sorti leurs armes, parce que il faut avoir en face quelqu'un qui est sorti déjà son arme. Oui, bien sûr. Et là, c'est un petit peu tout le problème de l'armement de la police municipale. Ouais, c'est clair. Autre réaction? Oui, enfin, tu as dit l'essentiel. C'est vrai que aujourd'hui, nos policiers municipaux, un statut de primo-intervenant, avec une gendarmerie qui est à, bien souvent, une demi-heure, voire 1 heure, quand il s'agit de manifestations importantes sur Caraman, Toulouse ou autre. Deuxième chose, on a constaté effectivement une montée en puissance d'un certain nombre de problèmes, on va dire, voilà, qui sont liés pour une bonne partie au trafic de drogue. Et quand il y a trafic de drogue, il y a de l'argent. Quand il y a de l'argent, on le protège plus que tout. Tu as cité, effectivement, il y a eu des exemples. Je sais que le PSIG est intervenu à plusieurs reprises. Le PSIG, j'allais dire le GIGN de Toulouse, mais bon, j'ai pas le... Voilà, mais c'est des agents armés, etc. Bon, moi, il se trouve que dans une autre collectivité, j'ai connu la mise en place de cette réflexion et la mise en place de l'armement de la police municipale. Je dois dire que, ça professionnalise les acteurs, ça c'est clair, que ça renforce le positionnement de la police municipale, que ça assoit l'autorité de la police municipale, même
même vis-à-vis, je le dis toujours de manière amusée, mais de certains commerçants qui, de temps en temps, ont un peu la gouaille vis-à-vis de quelques-uns, je pense qu'au bout d'un moment, effectivement, ça positionne différemment et ça rend plus crédible la police municipale. Tu l'as dit, on a pas mal de gendarmes dans l'effectif. Pour ceux qui n'ont jamais porté d'armes, il y a des formations. Oui, mais enfin, ceci dit, ceux qui ont porté des armes sont forcément aptes a priori à le faire. Il faut juste de l'entraînement. Et puis j'aurais juste pour conclure, si mes renseignements sont bons, les réservistes gendarmes qu'on recrute de temps en temps pour l'été, qui sont des réservistes de gendarmerie, c'est-à-dire des gens qui ont été dans la gendarmerie mais qui sont réservistes et qui ont donc des professions diverses et variées, qui viennent travailler par-ci par-là, ceux-là sont armés. Voilà. Donc moi je trouve sincèrement que on a eu cette discussion au bureau municipal et en tant que maire tu avais dit je serais vraiment autant déçu à la fois qu'il arrive quelque chose aujourd'hui à un policier municipal non armé ou qu'un policier municipal armé ait une attitude qui ne soit pas la bonne. Moi, je pense plutôt à nos équipes et je pense sincèrement que face à la recrudescence d'aujourd'hui, il faut qu'ils aient la capacité d'avoir une arme de dissuasion, ce qu'on a dit. Voilà. Sachant, je rajoute aussi, parce que je ne sais pas si vous le savez, qu'ils sont équipés de caméras qui déclenchent et qu'ils ont quand ils sont en patrouille. Donc, juste pour dire qu'on ne les lâche pas dans la nature comme ça, indépendamment de leur capacité professionnelle. Laurent ? Oui. Juste, je pense qu'il faut insister, et cela peut rassurer notre sénateur, tu l'as dit Alain, qu'effectivement, il y a après des formations pour savoir tirer. Et donc, voilà, non, c'est juste pour rassurer notre sénateur et dire qu'il n'y a pas que les hommes, il y a aussi des femmes qui tirent. Oui. Qui tirent. Mais qui n'ont jamais porté d'armes pour la femme à laquelle on pense. Donc, oui, et puis c'est au minimum 6 mois de formation. Il y a des paliers, des tests psychologiques. Bon, c'est pas bonjour, voilà une arme et va sur le terrain. Donc, et il y a de l'entraînement régulier et qui est d'autant plus important pour la police municipale comparativement à la gendarmerie nationale. Il y a plus d'heures d'entraînement, de formation pour la police municipale que pour la gendarmerie, où finalement ils tirent assez peu en termes d'entraînement. Et si tout va bien dans les discussions actuelles Place Beauvau, on devrait avoir une police municipale un peu plus, avec des pouvoirs un peu plus renforcés. Un peu plus large, oui. Un peu plus large. Un peu plus large. D'autres discussion. Une fois de plus, le point n'est pas une décision de ce soir, c'est d'initier la réflexion sur un sujet, et je pense que c'est le lieu de débattre et de maturer ce genre de choses. Robert, je ne vous ai pas entendu. Pour l'instant, je suis un peu comme tout le monde, je suis ni pour ni contre. Oui. Parce que le pour, évidemment, ça sécurise les agents, et d'un autre côté, c'est porter une arme, porter une arme, c'est aussi en face de soi quelqu'un qui est susceptible d'en avoir une, et peut-être de qualité supérieure, comme on dit. Et au rythme où vont les choses, les armes circulent de plus en plus. Donc armer la police municipale avec un, entre parenthèses, petit pistolet, c'est pas grand-chose, au rythme où vont les choses aujourd'hui. La circulation d'armes, elle est énorme en France, elle est même dans toute l'Europe. Donc aujourd'hui, je ne suis pas convaincu de la nécessité, surtout. Les risques me paraissent importants. Alors je ne suis pas vraiment fixé sur le oui ou le non, mais ça demande énormément de réflexion, oui, d'accord. À mon avis. C'est pour ça que je voulais initier cette réflexion avant les vacances, pour que, au retour, on puisse échanger, que vous puissiez aller éventuellement, et je vous encourage à aller voir nos policiers municipaux, écouter leurs arguments, écouter leurs positions. Ça sert aussi à ça, et de voir leurs positions et qui vous expliciteront peut-être encore mieux que je n'ai su le faire ce soir. Voilà, à moins qu'il y ait une autre demande d'intervention. Non. Oui. Je pense de toute façon qu'il faudrait que les policiers municipaux fassent un petit peu de sport de combat. Ils en font tous les mercredis matin. Oui. Du Krav Maga, pour être précis, indépendamment de leur entraînement
physique. Et là, ils ont dû attaquer les séances de natation le matin à 7h. Et ils font toutes les semaines du Krav Maga avec un instructeur de Krav Maga. De temps en temps, ils y laissent des genoux, mais ceci est un autre débat. Donc ils en font déjà, monsieur le sénateur. Bon, j'irai voir ça peut-être. Alors, prenez l'invitation, Christine. Appelez monsieur le sénateur. C'est quoi? C'est le mercredi, non? Et n'oubliez pas votre ceinture, monsieur le sénateur. En termes de formation, des trucs, on fait tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on doit faire sous le contrôle de notre chef ici présente. Mais je pense qu'on ne mégote pas sur les éléments que l'on met à disposition, y compris ces éléments sur de formation importants. Effectivement. Bonne réflexion pendant l'été et bonne soirée. Merci à vous pour votre écoute.